Alors bonjour à tous. Alors ce que je vous propose tout d'abord, c'est de commencer par regarder finalement le projet avec une petite vidéo. En fait, il y a eu un time-lapse et on va pouvoir justement voir le bâtiment se construire avec quelques vues du bâtiment d'aujourd'hui. Et puis après, on commencera. Voilà, donc en image, donc la construction de la maison du bâtiment et des travaux publics à Caen. Monsieur Dumouchel, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter en quelques mots le projet? On a vu les images, maintenant si vous avez quelques chiffres à nous donner. Effectivement, la maison du bâtiment, projet emblématique, il ne pouvait pas se faire autrement qu'en BIM. Si la maison du bâtiment et des travaux publics n'était pas en BIM, c'était vraiment se remettre en question soi-même. Donc les chiffres, ils s'affichent, un bâtiment sur 4 niveaux, avec, on va dire, 7 ou 8 occupants différents. Un projet qu'on a voulu en BIM, même si, on va dire, initialement, il n'était pas tout à fait parti comme ça. C'est plutôt l'AFFB, sous l'impulsion de son président et de sa gouvernance, qui ont souhaité vraiment, alors, pour rentrer dans le vif du sujet, mettre en place cette démarche BIM, un vrai projet BIM, et bien sûr mettre en place les moyens nécessaires pour cette démarche expérimentale qui se veut exemplaire. Et on a pu monter ce projet dans le cadre, et je tiens à, c'est l'occasion de remercier les partenaires, et notamment la régie en Normandie, à travers le contrat de filière, qui a pu nous accompagner sur ce projet-là. Ce qui a permis de nous outiller et puis de mettre de la conception de la maquette, d'avoir un BIM manager et d'avoir l'outillage nécessaire sur la base vie pour pouvoir faire des revues de maquette. Mais je pense que tout ça sera partagé après par les entreprises sur le vécu du sujet. Pour nous, ce qui était important, c'était de dire, au-delà, oui, du symbole, quoi, on va dire, c'était de dire... c'est un projet sur lequel, bien sûr, en lot séparé, où on voulait faire bosser un maximum d'entreprises, bien sûr de la fédération, mais c'était aussi l'occasion de donner aux entreprises, quel que soit le niveau de compétences là où elles étaient, de s'engager à monter un petit peu en compétence sur le sujet du BIM, sur ce qu'est le BIM. On dit BIM, on dit maquette, on dit numérique, mais au-delà de l'outil informatique, c'est, je pense, pour reprendre un petit peu le vécu et les partages que j'ai pu avoir, c'est vraiment l'endroit du partage de l'information qui permet d'être plus efficace. C'était un projet sur lequel il fallait de toute façon faire du BIM. Donc ça, c'était le premier enjeu, parce que de fait de sa position, vous ne pouviez pas dire finalement ce message au maître d'ouvrage, il faut mettre du BIM dans ces marchés, et vous ne pas en demander. Oui, alors c'est pas faire du BIM, c'est pas faire du BIM pour faire du BIM, c'est... Il y avait autre chose derrière, bien sûr, sûr, je veux vous entendre dire. C'est faire du BIM parce que c'est un enjeu de demain, parce que pour le suivi de la vie du bâtiment, parce que demain, les enjeux de gestion de déchets, de réemploi, etc., le passage de cet outil numérique, il sera demain plus qu'incontournable. Et on voit que les choses évoluent quand même, parce que si je me réfère à il y a 6 ans, dans le cadre du premier contrat de filière qu'on a vu avec la région, on avait accompagné un projet où on avait un maître d'ouvrage qui était vraiment BIM, qui était Habitat 76. Et aujourd'hui, à la fédération, on a créé une commission artisanat. Et
eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les entreprises artisanales commencent à se poser cette question aussi et dire, voilà, on a des choses à voir et à faire sur ce sujet-là. Et donc, c'était effectivement... Faire du BIM, c'est accompagner la montée en compétences, quel que soit le niveau des entreprises où elles en étaient aujourd'hui. Sachant que le mot le plus intelligent de l'atelier, c'est bien le côté raisonné. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a du BIM à faire, même si je pose du carrelage ou des sols souples, parce que ça me permet d'abord d'avoir les bonnes informations, de voir comment ça se passe, et puis ça me permet aussi de faire des métraits plus fins, et donc d'être plus efficace et plus productif, plus efficace dans ma façon de travailler. Donc les entreprises vont pouvoir en témoigner tout à l'heure, justement, de quels ont été les avantages du BIM sur ce projet. Juste ce que je voudrais vous faire dire aussi, c'est concrètement, finalement, la FFB a proposé un accompagnement, a finalement financé le BIM Manager. Absolument, ça, on a financé. Oui, toute la démarche BIM a été financée par la FFB Normandie, en association et en partenariat aussi financier avec la région Normandie. C'est quand même important parce que c'est aussi une façon de montrer que derrière, ces enjeux, c'est des enjeux d'avenir et c'est des enjeux qui doivent prendre le pas. Quand mon président disait où sont les marchés BIM aujourd'hui, c'est vrai que c'est à travers des démarches comme ça qu'on y arrivera, quoi, à travers cette exemplarité qu'on pourra faire en sorte que les choses évoluent. Et ce qui était intéressant finalement, c'est que l'accompagnement donc était financé par la FFB et que finalement c'était un contrat moral aussi, si j'ai bien compris. Les entreprises, elles s'engageaient, ce que vous m'aviez dit, elles s'engageaient au moins à s'y mettre et à monter en compétences. Il n'y avait pas de... C'est ça, hein, exactement. Il fallait progresser. Voilà, en fait, vous leur demandiez la progression. Alors, vous verrez, il y a un certain nombre d'entreprises qui étaient déjà au top level sur le sujet. Mais c'est vrai que... on a essayé à travers ce programme, au-delà du financement du BIM Manager, de la convention, etc., de tout ce qui a été mis en place, c'était aussi d'accompagner les entreprises en termes de formation. C'est-à-dire voilà, d'où vous partez, où vous voulez aller et comment vous souhaitez progresser. Et je prends l'exemple du second œuvre sur des sujets qui sont aujourd'hui peut-être pas beaucoup traités au niveau BIM, mais qui demain permettront à ces entreprises de rentrer dans la danse. Hein. On parlait il y a 5-6 ans de plateforme collaborative. C'était un mot peut-être sur lequel on ne mettait pas vraiment de sens il y a 6 ans. Aujourd'hui, on voit bien que ça a du sens parce que c'est collaboratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le bon partage d'informations pour être plus efficace tous ensemble, tout simplement. Et au-delà finalement des entreprises qui ont participé à ce projet, les maquettes sont également mises à disposition, c'est ça, du personnel enseignant, de lycée, puisqu'on était effectivement... Oui. Puisqu'on était effectivement dans le cadre d'un contrat de filière, il y a 2 lycées à qui on a ouvert la maquette, hein, c'est-à-dire le lycée Laplace à Caen et le lycée Le Corbusier à Rouen. C'est aussi un outil qui aujourd'hui est à disposition des acteurs de la formation en général, y compris le CESI. Hein. Vous pouvez avoir accès à la maquette, ça pourrait être un objet d'étude. Par exemple, de mémoire, le lycée Laplace avait travaillé sur la conception des garde-corps sur le champ de photovoltaïque. Il y avait eu aussi un projet de travail sur la porte du garage et puis sur tout ce qui était conception intérieure, on va dire. Donc c'est intéressant quand le monde professionnel rejoint le monde étudiant, le monde de la formation. Ouais. Et cette maquette, elle est à disposition et il faut continuer à l'utiliser, quoi. Bien, je vous remercie, Monsieur Dumouchel. On va passer la main. Est-ce que Olivier, tu veux réagir déjà? Parce que finalement... Merci, Anne. Oui, j'ai souligné quelques mots que j'ai eu plaisir à entendre. Une démarche raisonnée, parce qu'effectivement, on voit parfois des démarches forcenées sur le BIM qui font plus peur qu'envie. Démarche raisonnée, pragmatique. Je sais qu'on partage aussi cette façon de voir les choses. Dire qu'avant tout, le BIM, au-delà des
des maquettes, des logiciels, de la technique, c'est du partage d'informations entre tous les acteurs qui permettent d'être efficaces, que ça se passe par le biais de plateformes. Vous avez 20 sur 20, à mon sens, sur la démarche BIM telle qu'on souhaite la déployer, telle qu'on la voit aussi. On voit des exemples progressifs, pragmatiques, qui entraînent, qui accompagnent, ça a été dit, ça ne s'improvise pas, il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup de motivation pour que tout le monde y vienne. Donner des exemples comme c'est le cas, que ce soit sur le terrain professionnel ou pédagogique. Manifestement, tout y est, je pense qu'on va voir ça avec les acteurs. Il ne faut pas peut-être simplement se focaliser sur ce qu'on voit sur les écrans, sur des maquettes 3D avec du gros œuvre, des fluides, etc. Ça c'est un élément, bien sûr. Ce qui compte, c'est la collaboration entre tous les acteurs, telle qu'elle est évoquée, pour que chacun fasse mieux son travail. Et là aussi, là où on parle souvent des lots majeurs sur lesquels on voit parfois des désordres ou des conflits, dire que pour le second œuvre également, être capable de regarder une maquette, de cliquer sur un objet et d'en tirer la surface pour faire une bonne offre, c'est simple et c'est déjà le bon moyen de commencer. Tout à fait. Alors malheureusement, on ne pouvait pas réunir l'ensemble des entreprises sur le plateau, bien sûr. Donc on a pris le gros œuvre et les fluides, voilà, parce qu'en effet, il y a eu de la coordination, de la collaboration, et on veut parler de ce sujet-là, au-delà de la 3D, de la maquette numérique. Alors je voulais faire intervenir Madame Labbé, en fait, ensuite. Voilà, qui en fait représente donc l'entreprise CMEG, l'entreprise de gros œuvres. Donc, je vous laisse présenter en quelques mots votre entreprise et votre rôle aussi. Bonjour à tous. Donc, du coup, la CMEG, c'est une entreprise d'entreprise générale du bâtiment. Nous sommes une SCOP, donc tous les employés, enfin la plupart des salariés sont sociétaires de leur entreprise. Nous sommes à peu près 200 salariés. Nous sommes une entreprise de Normandie, plus précisément sur Caen. Et on a un bassin qui va jusqu'au Havre et la région parisienne pour nos chantiers en gros œuvre. Nous avons une spécialité, c'est le panneau préfabriqué. Donc nous avons 2 usines, une sur Bretteville, Lorieux-Goyeuse et une à Gaillon sur la N13. Donc voilà, la plupart de nos marchés sont des marchés publics à 70%. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et votre rôle dans l'entreprise? Et donc, je suis dessinatrice projeteuse depuis 16 ans maintenant au sein du bureau d'études CMEG. Nous sommes à peu près une vingtaine de personnes au bureau d'études. Et du coup, je suis en charge de la synthèse technique, synthèse architecturale et BIM manager depuis quelques années maintenant. D'accord. Et donc, quel est le niveau de maturité de l'entreprise CMEG? Et puis, quand vous avez démarré, justement, parce que vous me disiez que vous aviez dû noter votre maturité au moment de la réponse, c'est ça? Oui, alors sur ce chantier-là particulièrement, il y avait un tableau à remplir. Donc la notation allait de 1 à 3. Et donc suivant les réponses auxquelles on donnait, au vu de notre expérience, on avait déjà répondu à plusieurs projets en BIM. Du coup, c'est vrai que sur ce projet-là de la MDBTP, on était arrivé sur un niveau 3 et du coup, expert. Pourquoi l'entreprise CMEG s'est mise au BIM? Parce que vous avez dit que vous aviez déjà répondu à participer même à plusieurs projets en BIM. Pourquoi à l'origine et quand? Il y a combien d'années? Alors on a commencé à s'intéresser au BIM il y a maintenant une petite dizaine d'années. On s'y est intéressé parce que les appels d'offres, ça commençait à apparaître dans les appels d'offres. Donc on a senti qu'il fallait peut-être s'intéresser à passer en 3D, parce qu'il y a 10 ans, on était encore sur AutoCAD. Donc il y a 10 ans, on a pris la décision de passer en 3D. Et donc du coup, 30% de nos affaires, de nos appels d'offres étaient à répondre avec des conventions BIM et des cahiers des charges de clients donc, qui avaient des demandes. Et donc notamment Habitat 76, et qui nous ont beaucoup accompagnés il y a quelques années pour bien comprendre quelle était la démarche BIM et leur vision à eux du BIM. Parce qu'il est important, comme je pouvais discuter tout à l'heure, de savoir vraiment quel est l'aboutissement et à quoi sert surtout à nos clients. Le BIM raisonné. Voilà, donc je pense que voilà, il y a des experts, enfin il y a surtout des clients qui utilisent énormément les données qu'il y a sur ces maquettes. Et je pense que la tendance aujourd'hui, comme on entend le BIM raisonné, il serait d'apporter ce plus à la technique et à la mise au point de nos chantiers en gros œuvre et en corps d'état. Pour nous, on est entreprise générale, donc forcément,
Alors j'ai une question justement maintenant, parlons du projet en lui-même. Il y a 2 maquettes numériques, gros œuvre sur ce projet. On va d'abord parler de votre lot et après on parlera collaboration, coordination avec les autres, le côté collaboratif. Sur ce projet, il y a 2 maquettes de gros œuvres. Alors pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors, il y a 3 ans, on a décidé de... Donc, je vous disais, il y a 10 ans, on est passé en 3D, donc on utilise Revit encore aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, notre spécialité, c'est la préfabrication de panneaux en béton. Du coup, il s'est posé la question de comment nos fiches techniques pourraient sortir de Revit. Et il s'est avéré qu'après quelques années de recherche, il s'est avéré que Revit répondait pas trop à nos attentes. Donc on s'est redirigé vers Tekla, un logiciel qui est beaucoup plus métier et qui répondait vraiment exactement à nos attentes pour la préfabrication pour nos fiches en fait, avec l'armature. Et du coup, forcément, on a essayé de développer le BIM en interne. Donc en interne, il y a la maquette structure et du coup une maquette préfa, vu qu'elles sont dessinées sur 2 logiciels différents. Et du coup, on travaillait avec l'IFC, des échanges IFC entre le Revit et le Tekla. Et on a été un peu plus loin il y a quelques années. On a essayé de passer aussi par notre service maîtrisé, voilà, pour faire les contre-études et récupérer les données de nos maquettes structure. Donc voilà. D'accord, donc du BIM pragmatique, du BIM utilisé aussi en interne, pas seulement pour répondre aux demandes des clients. Voilà, on s'est dit pourquoi pas en interne. D'accord. Donc si on revient au projet de la Maison du Bâtiment, comment avez-vous vécu ce projet ? Quel retour d'expérience, quel regard avez-vous déjà sur le sujet de la collaboration ? Comment ça s'est passé par rapport à un chantier classique ? Alors, nous, il faut savoir, c'est la première fois qu'on répondait à un projet que en gros œuvre en BIM. Habituellement, on répond en entreprise générale. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était un petit peu nouveau et du coup un peu moins contraignant finalement. Mais c'est quand même un projet ambitieux d'avoir fait du BIM sur un bâtiment avec des corps d'état séparés. On a participé au départ aux réunions de revue de maquette avec le BIM Manager d'Atlancad, avec les autres entreprises, pour bien connaître les attentes. Donc moi j'étais BIM coordinateur et il y a le BIM Modeler qui est le dessinateur projeteur donc, sur cette affaire qui a fait le plus gros du boulot. Moi j'ai été surtout là en début de démarrage chantier pour bien connaître les attentes justement du BIM Manager et de pouvoir aiguiller mon collègue sur ce qu'il va avoir à faire sur la maquette. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage sur la MDBTP que le BIM Manager ne fasse pas de synthèse technique à proprement dite. Alors après, faut savoir... C'est 2 missions différentes, c'est ça, non, en tant que BIM Manager. Le BIM Manager, ce que vous me disiez, faisait plus du clash. Oui, par contre, ça c'est très bien. Rapport de clash, voilà. Ça n'empêche pas la qualité de l'interaction entre toutes les maquettes et de pouvoir détecter tous les clashs entre les corps d'état. C'était important. Oui, parce qu'en finalement, c'est une spécificité un peu de l'entreprise. Quand vous êtes entreprise générale, vous faites cette synthèse, c'est ça. Et là, en corps d'état séparés, il n'y avait pas les réunions de synthèse. C'est les entreprises entre elles qui faisaient leur mise au point, en fait. C'est ça, très souvent en corps d'état séparés. D'accord. Mais quelque part, le fait qu'il y ait justement ce rapport de clash, ça vous allez pouvoir nous le dire, c'est finalement ces revues de coordination entre les maquettes, ça a permis certainement de détecter des sujets qui n'étaient pas nécessairement vus habituellement en 2D. Oui, ça met le doigt vraiment. Enfin, déjà, ça évite les oublis, je pense, parce que c'est de la détection de clash, donc tout est revu. Donc forcément. Mais il n'y a rien qui passe à la trappe normalement. Normalement, oui. Merci, Madame Labbé. Vous en êtes où Il y a encore des choses à faire au niveau de ce projet, c'est ça ? Vous avez encore des maquettes à mettre à jour ? Oui. Donc, le chantier a été livré et du coup, il reste la phase DOE. Donc, on est en plein dedans. Là, on est en train de renseigner la maquette avec les fiches techniques. Voilà, et ce qui est demandé par le BIM Manager. Donc, il y a eu un point de fait il n'y a pas très longtemps sur le rendu des maquettes. Et donc, voilà. Merci. Merci pour votre intervention. Olivier, je te laisse. Voilà, je me dis que peut-être après chaque intervention, tu peux peut-être nous faire ton petit rapport d'étonnement. Avec plaisir. Les mots que j'ai soulignés, que je partage avec vous. J'ai entendu que votre maître d'ouvrage initial, qui vous a guidé vers le BIM Habitat 76, vous a accompagné à exprimer sa vision. Ça me semble tout à fait nécessaire que les maîtres d'ouvrage qui, effectivement, vont donner l'impulsion, la plupart du temps, mais pas que d'ailleurs. Je vois aussi
aussi bien des entreprises de maîtrise d'œuvre, des architectes ou des entreprises de construction qui disent le maître d'ouvrage ne nous demande rien, on ne nous l'impose pas, mais on est conscient ou on pressent que le BIM nous aidera, nous, à mieux travailler, ce qu'on appelle ensemble le BIM égoïste, d'abord pour nous et puis ensuite pour les autres, ou du moins si on n'y trouve pas notre intérêt, on n'y viendra pas. Donc que ça vienne d'en haut ou que ça vienne d'en bas, mais qui est cette vision du maître d'ouvrage qui ne se contente pas de dire je veux du BIM, point final, même si à côté de ça il est accompagné pour donner des cahiers des charges. Vous avez dit à quoi sert le BIM? Et c'est ça le point essentiel à mon sens. La question du BIM n'est pas de savoir comment on en fait, avec quels outils, quels échanges, mais pourquoi. C'est la première question. À quoi ça va servir dans ce cas-là? Et chaque projet est différent. Et si on ne sait pas répondre à la question pourquoi, ou si on nous demande de faire du BIM sans nous dire pourquoi, ça ne marchera pas ou on risque de faire fausse route. Et puis quand vous parliez de corps d'état séparés, ce qu'on commence à observer, je me souviens que dans les débuts du BIM, on dit souvent que l'année 2014 était l'an zéro du BIM en France, donc on va approcher des 10 ans bientôt. Certains, je me souviens d'une intervention d'un représentant de Bouygues qui disait on préconise de travailler en conception-réalisation, parce que c'est plus facile d'avoir un seul interlocuteur unique qui va faire du BIM. Et puis ensuite, on est passé, et c'est vrai que c'était sans doute plus facile, ensuite une étape où on est passé avec des entreprises générales, et puis maintenant, et depuis quelque temps déjà, des corps d'état séparés, se pose la question de la synthèse sur ce que vous disiez, en regrettant que le BIM manager ne fasse pas de synthèse technique. A priori, il n'est pas là pour ça, il ne faut surtout pas qu'il en fasse, sauf s'il est mandaté pour ça, on a une mission explicite et qu'il est assuré. Un BIM manager a une mission d'accompagnement. Les assurances disent attention, un BIM manager n'est pas un maître d'œuvre, il n'a pas d'assurance décennale. Et on voit parfois que par bonne volonté ou par méconnaissance, ou pour jouer le jeu, pour aider, certains se mettent en porte-à-faux, ou que des maîtres d'ouvrage pensent qu'avoir du BIM suffira à ce qu'il y ait de la synthèse automatique sans qu'on la demande. On pensera que les acteurs BIM, et notamment le BIM manager, feront la synthèse. Ça, c'est un point de vigilance contractuel et assurantiel très important pour ne pas courir de risques ensuite. Merci Olivier. Maintenant, je vais demander à Monsieur Courtin de répondre à mes quelques questions. Est-ce que vous pouvez d'abord présenter votre entreprise, Monsieur Courtin? Bonjour, Simon Courtin. Je suis co-gérant de l'entreprise Courtin, donc une société de génie climatique, donc plomberie, chauffage, clim, ventilation. Société qu'on a reprise avec mon frère en 2010. Moi, j'ai passé 10 ans dans l'informatique avant, dont 7 ans chez Oracle. Donc j'ai une grosse propension aux nouvelles techno. Nous sommes positionnés sur le tertiaire, les marchés publics et l'industrie. On ne fait absolument pas de logement. Voilà. Et nous sommes une trentaine de personnes, donc à côté de Caen. Et sur ce projet, vous avez répondu au lot CVC? Tout à fait. Alors, première question, hein, et ça va se rapprocher de ce que vous avez dit juste avant. Qu'est-ce qui vous a amené à répondre à cet appel d'offres? Qu'est-ce qui vous a motivé dans cet appel d'offres? C'était typiquement la cible de ce qu'on sait faire en bâtiment tertiaire. Le BIM, moi, je l'ai à l'esprit depuis plusieurs années. On a fait le saut en 2017. Faut savoir que le BIM, dans un premier temps, pour une entreprise, c'est d'abord un logiciel. Il ne faut pas se leurrer, hein, c'est d'abord ça. Donc nous, on a pris la décision de passer vers un logiciel qui est typiquement CVC, qui s'appelait à l'époque Plan Calnova, qui a été racheté par Trimble. Donc on n'est absolument pas Revit. Et qui, en une seule couche, va faire le dessin et les calculs en même temps. Et ça, c'est primordial. Donc voilà, c'est une nouvelle techno, il faut y aller. Il y a beaucoup d'étudiants ici, les choses vont vite. Il faut prendre le train. Je préfère prendre le train, éventuellement me tromper après et me dire j'aurais peut-être pas dû le prendre, plutôt que l'inverse. Donc vous y êtes mis en 2017. Voilà. En effet, comme vous dites, en commençant par un logiciel, et en général on cherche le bon logiciel, le logiciel métier, celui qui ne va pas refaire une couche de travail supplémentaire, mais au contraire va permettre de fluidifier les processus de travail. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017? Vous en avez fait des projets en BIM? Absolument pas. Parce qu'il n'y avait aucun projet qui sortait en BIM. Depuis 2017, on est capable, et on sort les projets en 3D. Ils sont tous en 3D. Alors on a notre petit 3D tout seul, mais on l'a en 3D en tout cas. Alors ça peut aider, hein, d'abord pour avoir une visualisation en termes de volume, pour bien échanger avec les sous-traitants, pour pas qu'il y ait de mésententes. Donc c'était une volonté, on l'a fait. On était prêts, il y a un projet qui est sorti, il n'y a pas eu de problème pour s'y intégrer.
Moi, dans mon bureau d'études, j'ai beaucoup de jeunes. C'est un moyen de motivation. Il faut y aller. Imaginez-vous, il y a 20 ou 30 ans, les sociétés qui sont parties sur AutoCAD et celles qui ne sont pas parties sur AutoCAD. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les logiciels de BIM. Donc aucun regret voilà, d'être passé... Oui, vous m'aviez dit que vous l'utilisiez aussi en interne. Finalement, vous allez plus vite, c'est ça, pour faire des calculs. Tout à fait. Tout va beaucoup plus vite. On a tout en volume. On voit toutes les problématiques. Vous savez que le principal problème en CVC, même avec nos collègues électriciens, c'est la place sous les faux plafonds. Il y a de moins en moins de place sous les faux plafonds. Donc c'est basique, hein. N'oubliez pas ça. Hein. On parle de technologie, on parle de logiciel, mais à la fin du fin, c'est l'exécution. Hein. C'est les compagnons qui exécutent. Si c'est beau sur la photo, mais que ça ne fonctionne pas sur le terrain, à la fin du fin, ça ne marchera pas. Et alors, sur ce chantier en particulier, comment avez-vous travaillé justement avec vos collègues, avec le Gros Œuvre? Comment s'est passé le travail? Est-ce qu'il y a déjà eu ce fameux travail collaboratif? Bien sûr, heureusement. Et comme l'expliquait Madame, c'est la gestion des conflits. Je pense que là, il y a beaucoup d'étudiants ici. Je pense que le premier graphique qu'on vous présente quand on parle de BIM, c'est le coût du conflit par rapport au temps. La problématique du clash, si vous le voyez à l'étude, il coûte 10 fois moins cher que le clash que vous voyez en exécution. Donc il faut impérativement voir cette gestion des clashs en amont, que ce soit avec le Gros Œuvre, avec les passages électriques. Voilà, donc ça c'est primordial. Et quand vous voyez un problème autour d'une table avec un grand écran et juste à modifier des dessins sur vos logiciels, ça coûte beaucoup moins cher qu'aller percer une colonne que vous n'aviez pas prévue. Alors, c'était positif. Voilà, en termes de collaboration, c'était positif. Et en termes de productivité, est-ce que, je vous avais posé la question, est-ce que vous avez perdu parce que souvent, c'est votre premier projet, finalement, BIM. Tout à fait. BIM collaboratif, c'est votre premier projet. Alors, nous, on est une PME, hein, une trentaine de personnes. On ne va pas s'amuser à calculer les coûts, les revenus. Il y a un moment, il faut partir à l'aventure, il faut y aller, on essaye. Moi, a priori, je me disais, bon, c'est un premier projet, on va perdre en productivité, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et quand j'ai échangé avec mes équipes, ils m'ont dit non, même pas. C'était tellement facile, tellement... Vous étiez déjà habitué à travailler avec en 3D, la collaboration avec les autres corps d'État en amont de l'exécution. Finalement, ils m'ont dit non, nous, ça va, hein. On est content. On n'a pas forcément passé beaucoup plus de temps qu'auparavant. Donc finalement, vous souhaitez d'autres projets en BIM, puisque depuis 2017, il n'y en avait pas eu. Là, est-ce qu'il faudrait, alors s'il y a un message à passer au maître d'ouvrage, c'est les entreprises savent faire du BIM. Maintenant, il faut des projets. Oui, tout le monde sait faire du BIM. On a déjà eu des réunions il y a plusieurs années au sein de la Fédération du bâtiment du Calvados, où tout le monde se regardait en chien de faïence. Les architectes pensaient que les entreprises n'étaient pas prêtes, les entreprises pensaient que les architectes ou les maîtres d'ouvrage n'étaient pas prêts. Finalement, il faut y aller. Mais voilà, je pense que la clé maintenant, elle est dans les équipes de maîtrise d'œuvre. Il faut qu'il y ait une dimension BIM dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Maintenant, c'est indispensable. Merci. Merci, monsieur Courtin. Olivier, est-ce que je te fais réagir? Oui, écoute, avec plaisir. Je note, c'était déjà le cas avant, l'importance des logiciels métiers. De ne pas céder aux sirènes des logiciels universels que tout le monde possède, mais de choisir les outils adaptés à ses besoins. C'était même intéressant dans l'intervention précédente d'entendre qu'au sein d'une même structure, on travaille en échangeant dans ce format standard IFC qu'on promeut et dont certains disent ça ne marche pas, c'est pas efficace. Ben si, ça marche si on prend soin. Et puis c'est incontournable, même au sein d'une même entreprise, et plus forte raison entre entreprises différentes. Et même si on dit souvent, on est quelques-uns à avoir forgé une formule il y a 10 ans, le BIM c'est 20% de technologie, d'outils, et puis 20% d'humains, de collaboration. 80%. Voilà, 80%, oui pardon, 20% d'outils, 80%. Technologie et 80% d'humains, sinon il merci. Des pourcentages. Oui, mettons les bons pourcentages. Et 80% d'humains, s'il n'y a pas d'outils, on ne fait pas grand-chose, donc il faut des outils à la base et choisir les bons, savoir échanger. Ce que vous disiez bien sûr sur l'anticipation, gérer les conflits avant de les résoudre au marteau-piqueur sur le chantier, ça c'est sûr. Et puis effectivement, moi qui ai des cheveux un peu plus blancs que les vôtres, j'ai connu la période Rotring il y a 40 ans.
Il y a effectivement ceux qui sont venus à l'informatique. Cela dit, on avait déjà, à l'époque, qu'on soit architecte, ingénieur ou entreprise, on avait déjà le choix entre se contenter d'AutoCAD, qui n'était qu'une transposition peut-être rassurante de ce qu'on faisait avec des rotrings et des lames de rasoir, ou déjà à l'époque, travailler avec des outils de maquette numérique qui s'appelaient Archicad pour les architectes, Allplan pour les ingénieurs. Ça existait déjà, on pouvait déjà choisir le bon côté de la force et non pas le côté obscur. Certains y viennent après coup, et on a vu certains venir au numérique, le couteau sous la gorge, parce que c'était ça ou rien. Qu'on nous l'imposait, qu'on faisait ça trop tard, de façon désordonnée, et non pas de façon anticipée, comme vous l'évoquiez, parce que c'est efficace pour nous. Pour être prêt, mais j'avais envie de terminer par une question complémentaire aux tiennes, Anne. Vous travaillez en maquette numérique, travailler en BIM, quelle différence? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Et qu'est-ce qu'il faut rajouter à un travail interne maquette numérique pour que ça devienne du BIM, tel que vous l'évoquiez? Que le projet soit en BIM et qu'il y ait quelqu'un qui centralise toutes les maquettes de tous les corps d'état. Moi, je suis content. On fait un truc en 3D. Bon, on est content. Hein, c'est transposable en IFC. On peut le transférer. On peut l'envoyer. Bon, ok. Mes équipes sont contentes. Elles progressent. C'est du travail en plus pour vous? Non, des guides en plus? Non, puisque par défaut, maintenant, tout est en 3D. Tout est en 3D. Donc, que le projet soit BIM ou pas BIM, il est en 3D. Est-ce que ça vous amène malgré tout à travailler un peu différemment, à ce que vos maquettes soient structurées ou informées d'une façon un peu différente, parce qu'il y a un cahier des charges, que vous n'êtes pas tout seul, qu'il faut que ça réponde aux besoins des autres, qu'il faut que ce soit analysé par des outils utilisés par des BIM managers ou d'autres, ou pas? Ou est-ce que votre maquette telle que est nécessaire et suffisante pour ça? Non, parce qu'aujourd'hui, notre maquette, elle nous fait plaisir à nous, mais le client, il s'en fout, il ne l'a pas demandé. Malheureusement, voilà, c'est dommage, mais ça sert à rien. Pour l'instant, ça sert à rien. L'intérêt après de la maquette, on le voit, hein, c'est quand vous cliquez sur un réseau, sur une clim, bah, vous avez le modèle, vous avez un certain nombre d'informations pour l'entretien. C'est ça. Hein, le BIM, n'oubliez pas, là, on se gargarise sur la construction de la maison du bâtiment. L'intérêt du BIM, c'est dans le cycle de vie du bâtiment. C'est là qu'il y a un intérêt. Et pour avoir fait un peu de travail sur le sujet il y a quelques années dans le Calvados, le problème, il n'était pas au sein de la construction, il était au sein de la gestion du bâtiment. Tous les maîtres d'ouvrage, tous les gestionnaires de bâtiments ont des logiciels de gestion de bâtiments qui ne sont pas compatibles BIM. Donc nous, on fait une construction, on fait un BIM, avec une maquette numérique. Derrière, elle n'est pas utilisable telle qu'elle par les exploitants de bâtiments pour utiliser toutes les informations qu'il y a dedans. Donc là, il y a tout un travail sur l'aspect aval dans le cycle de vie du bâtiment. Et ça, c'est autre chose. Mais c'est certainement la réflexion, Monsieur Dumouchel, que vous allez avoir, parce que vous allez récupérer des maquettes numériques DOE. Et après, la question, c'est est-ce que vous allez les exploiter? Comment voilà. Donc, en effet, là. Mais je rebondis sur le fait que certainement, très souvent, il faudrait mieux penser ça dès le programme, en fait. Se poser la question de l'exploitation-maintenance bien en amont. On part à l'aventure. Hein. C'est un premier projet, on ne va pas être parfait. On l'a fait. Moi, je pense qu'il faut être super fier de nous. Ah, mais et voilà, il y en aura d'autres. Mais c'est super surtout pour mettre le pied à l'étrier. Et là, je vais me tourner vers l'entreprise La Fosse, parce que ça, c'est vraiment le message que je pense que vous vouliez faire passer. C'est que ce projet vous a fait mettre le pied à l'étrier du BIM. Si je puis m'exprimer ainsi. Oui, complètement. Pour nous, c'était notre premier projet également. Et on n'avait pas cette expérience que vous aviez en tant qu'étude déjà réalisée de ce point de vue-là. Ce dossier-là était vraiment notre tout premier. On ne connaissait pas du tout le BIM, quoi. Alors, vous aviez essayé. Vous m'avez dit que vous aviez essayé de vous y mettre quand même. En 2017, on avait Vous aussi en 2017. Ouais, en fait, votre cheminement n'a pas été le même entre l'entreprise Courtin et l'entreprise La Fosse. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé, on a fait quelques formations, etc. Et très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas utilisé, en fait. Hein, donc, on a tout laissé tomber et on a redémarré avec le chantier de la maison du bâtiment. Et donc, on est arrivé sur le chantier de la maison du bâtiment, on a refait des formations et on a vécu ce chantier un petit peu de façon chaotique d'un point de vue étude, parce que là, en revanche, nous, on a mis beaucoup plus de temps d'un point de vue étude.
Et ça l'a fait au final quand même. Oui, parce que vous appreniez à utiliser le logiciel et en même temps, ça. vous étiez dans la démarche collaborative BIM. Donc, vous aviez les deux aspects à gérer. Et ouais, complètement. Ouais. D'où l'importance, en effet, de certainement monter en compétences en interne. C'est ça. Après, l'avantage de ce chantier, c'est que c'est l'accompagnement qu'on a eu avec le BIM Manager, finalement, avec Atlancad. Tout le long du chantier, en fait, il nous a aidés en fait, par rapport à toutes les questions qu'on avait techniques sur le logiciel, en fait, finalement. Et c'est ce qui nous a aidé finalement à faire des synthèses cohérentes avec les collègues. Et le retour d'expérience donc sur ce projet, justement, le travail collaboratif, le temps passé, est-ce que vous avez pris ça comme du temps perdu parce que souvent certains disent une opération BIM, je perds du temps parce qu'il y a toute cette montée en compétences. Comment vous l'avez vécu ? Donc on a passé effectivement un petit peu plus proche. On a passé effectivement 2 ou 3 fois le temps qu'on passerait habituellement. Donc c'est vrai que ça a été un travail un peu fastidieux, mais c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi, parce qu'on compte bien s'en servir de cette expérience pour d'autres projets. Donc on a actuellement deux autres projets qui sont en BIM moins poussés que la Maison du Bâtiment, parce qu'il n'y a que le premières œuvres et le second œuvre qui sont en BIM. En même temps, la Maison du Bâtiment, l'idée, Monsieur Dumouchel, c'était d'embarquer toutes les entreprises aussi, qu'un peintre, qu'un carreleur, que tout le monde puisse toucher à la maquette, la visionner. Parce qu'on a parlé d'accompagnement, je vais juste rebondir. Les entreprises de seconde œuvre, Monsieur Dumouchel, elles ont dû être accompagnées au moins pour apprendre à visionner, j'imagine, la maquette avec une visionneuse gratuite ou ce genre d'outils. Oui. L'idée, c'est bien de dire, quel que soit votre niveau de compétence, là où vous en étiez, c'était de même acculturer à la démarche de la maquette. C'est-à-dire que la maquette, c'est un outil, mais c'est avant tout une façon différente de construire ensemble. Enfin, c'est vraiment cet esprit-là qui nous animait, je pense. Puis peut-être de surmonter la peur, non ? Parce que c'est vrai qu'un appel d'offres en BIM... Est-ce qu'il y a eu des lots infructueux ? Ça n'a pas fait peur aux entreprises quand elles ont vu un projet en BIM où vous aviez clairement annoncé que ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner. Comment vous avez fait en fait, voilà, pour vous avez quand même beaucoup d'entreprises là, motivées qui s'y sont mises. Il n'y a pas eu de lot infructueux. Mais l'idée, c'était effectivement une sorte d'engagement moral qui a été pris. C'est-à-dire qu'il était hors de question d'écrire dans un marché que vous allez devoir faire ça et ça en BIM, etc. Ce n'était pas le sujet. On est sur, de ce point de vue-là, une démarche incitatrice. Et le contrat moral, c'était bien celui de dire, voilà, on vous a retenu pour ce chantier, mais on voudrait effectivement pouvoir faire en sorte que, quel que soit votre niveau de compétence ou de connaissance du sujet, vous vous mettiez le pied à l'étrier. Alors, j'imagine que pour certains, ça a été juste lire un IFC. Pour d'autres, ça a été un peu plus loin. Il y a eu différents. Il y a eu aussi des gens assez réfractaires, que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas été aussi assez pédagogue sur le sujet. Peut-être aussi, c'était à nous d'inciter de manière plus poussé un peu. Et puis après, je veux dire, on est aussi rattrapé par le temps. Je pense que M. Courtin, là où il a raison, et je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que le BIM, c'est bien gentil, mais derrière, il y a des gens qui construisent et il y a un truc à faire en 14 mois, quoi. Donc, il y a un principe de réalité aussi sur lequel il faut quand même qu'on puisse se pencher. Alors justement, donc je vais reposer la question à l'entreprise La Fosse. Le chantier, comment il s'est déroulé ? Parce que vous m'aviez dit que c'était quand même un chantier. Il y a une complexité quand même, ces fameux faux plafonds. Oui, effectivement. On n'a pas beaucoup de plénum dans le faux plafond, typiquement, et des gros réseaux ventiles. Et donc du coup, oui, il y avait un gros sujet de synthèse sur ce dossier, avec des zones vraiment très complexes. Et on le voyait au niveau des synthèses, systématiquement, il y avait des clashs, comme on disait. Mais au niveau de l'AREA, on n'a pas été embêté. C'est-à-dire qu'on avait réussi à trouver des solutions en pré-étude, en étude, pour que ça fonctionne après sur le chantier. Et réellement, ça l'a fait, ça a bien communiqué entre les équipes. Et derrière, ça l'a fait. Nous, on avait juste quelques soucis liés à notre, le côté débutant, en fait. C'était à coucher cette maquette sur les plans 2D, qui soient exploitables après sur le chantier. Ça, c'était un petit peu complexe de notre point de vue. On a trouvé des solutions, via notamment Atlancad.
Et on a réussi à trouver des solutions comme ça. Et puis là, dans les mois à venir, normalement, on devrait être équipé de plus en plus avec des petites tablettes sur lesquelles on pourrait exploiter éventuellement les maquettes et où ce type de nœud, ce type de synthèse serait visible pour les conducteurs de travaux beaucoup plus facilement, quoi. D'accord, pour que finalement la maquette soit emmenée sur chantier Mais ouais, par l'idée le est là. conducteur de travaux. Ouais, exactement. D'accord, merci. Donc j'imagine que vous êtes demandeur d'autres projets en BIM. Je posais la même question. Une petite parenthèse, Oui. on parle de BIM et de collaboration. Dans le bâtiment, on collabore tous, même sans le BIM. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Les réunions de chantier, il y en a depuis la nuit des temps. Voilà, c'est juste une autre façon de formaliser, de voir des choses différemment, mais la collaboration, elle n'est pas nouvelle. Hein. Oui, mais c'est vrai que ça permet tout de même de visualiser peut-être des points, des problématiques qui, même s'il y avait de la collaboration avant, c'était pas nécessairement vu. C'est plus ça en fait. Alors, le mot collaboration positive, hein, la collaboration c'est toujours bon, mais la collaboration, il y a un outil à côté qui aide à ce que la collaboration finalement se fasse mieux, j'imagine. Voilà, c'est surtout. Voilà, mais je suis d'accord avec vous. Heureusement qu'il y a de la collaboration et qu'il y en a même sans le BIM. Sinon, on pourrait difficilement construire. Bah, typiquement, cette synthèse en 2D sur plan couché, sur plan papier, elle aurait peut-être été un peu complexe quand même, je pense. Elle était quand même on était sur un bâtiment assez complexe d'un point de vue synthèse, quoi. Puis finalement, chacun aurait fait des coupes chez lui, peut-être. Ouais, voilà. Parce que vous êtes en 2D, vous auriez fait des coupes aux endroits où vous pensez que c'était problématique. Vous aussi, Monsieur Courtin, des coupes aux endroits. Et finalement, chacun fait du travail, alors que si la maquette existe, on la coupe et on a au moins le fond de plan où mettre le... Non, mais là, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec les clashs, hein, c'est ça le fondamental. Il faut trouver les problématiques de clash et de conflits entre les différents corps d'État, il faut les trouver le plus tôt possible. Et est-ce que la maquette numérique a servi lors des réunions entre vous, de réunions de chantier, justement? Est-ce que la maquette numérique est un support pour discuter de certains points techniques en réunion de chantier, ou elle restait justement seulement pendant les réunions de coordination? Je parle vraiment de la réunion de chantier telle qu'on la vit habituellement sur un chantier en 2D. Il y a une réunion de chantier. Est-ce que celle-là était aussi illustrée par la maquette numérique? La majorité des réunions de chantier sur ce dossier, ça a été quand même beaucoup de la synthèse, quoi. C'est-à-dire ou de la coordination. Je sais que Madame Labbé, le mot synthèse, pas vraiment. Oui, ou synthèse entre... Si, synthèse, clairement, synthèse, c'était vraiment un vrai sujet, quoi. Et après, derrière, sur la vie du chantier en elle-même, après, elle était beaucoup moins utilisée, forcément. Okay. On était plus sur le chantier à régler les autres types de problèmes, quoi. D'accord. Madame Labbé, vous vouliez une dernière intervention? Oui, non, je disais par rapport au BIM, la mission de BIM Manager tout à l'heure, mais en fait c'était juste pour. Moi, je fais de la synthèse technique à côté, en fait. Donc j'ai cette chance, c'est que je sais utiliser la compilation de maquettes, et du coup sur des chantiers qui n'ont pas forcément de... Moi, je suis BIM manager sur une affaire là sur l'université régionale des arts, des métiers et de l'artisanat au Havre. Et je suis BIM manager et c'est moi aussi qui fais la synthèse technique. Et j'ai vraiment pris appui sur cet outil pour faire toute ma synthèse technique. Il y avait énormément de réseaux CVC, comme vous avez eu cette complexité, sauf que jusqu'à la MDBTP, il n'y avait pas quelqu'un qui était attitré à la synthèse. En fait, c'est les entreprises qui ont fait eux-mêmes leur synthèse. Ouais. Donc voilà, c'est pas du tout pour dénigrer la mission du BIM manager. Hein. Mais là, du coup, la mission synthèse, elle était au sein des entreprises. Et voilà. Et j'aime bien que... je trouve ça, pour moi en tant que technicienne, l'aboutissement des maquettes, elle est là, elle est de nous aider en amont et le plus en amont possible pour résoudre toutes ces problématiques. J'ai souligné ce qui a été dit, le temps investi et non pas perdu. C'est important de le savoir et c'est important de ne pas penser ou de ne pas espérer que lorsqu'on se met à changer d'outil et de méthode, ça va être mieux tout de suite. Il faut serrer les dents. Il y a des moments où on se dit mais si j'étais avec mes méthodes traditionnelles, certes archaïques, voire ringardes, ça serait déjà fini. Et là, j'essaye désespérément d'alimenter cette foutue maquette, de sortir une coupe qui est moche ou, comme vous l'avez dit, des plans qui ne sont pas comme d'habitude. Ça, il faut le savoir et s'en prémunir. Travailler en parallèle, avoir plus de temps, avoir plus de monde, parfois avoir plus de moyens plus tôt, plus de ressources. Vous parliez d'un contrat, alors je zappe un peu sur les sujets, mais c'est mon rôle. Vous parliez d'un contrat moral entre les acteurs. Certes, c'est important. Certes, je pense que la première qualité pour faire du BIM n'est pas la compétence technique, mais la bonne volonté des uns et des autres.
Mais ça s'émousse, et surtout quand le compte à rebours des 14 mois que vous évoquiez commence à virer dans le rouge. Des contrats, c'est quand même pas mal aussi. Je me souviens d'une opération que nous avons accompagnée avec mon équipe à Brest il y a plus de 6 ans. Ça ressemblait un peu à ça, c'était un petit immeuble tertiaire en eau séparée. Les entreprises, à l'appel d'offres, avaient reçu une maquette, on leur avait appris à s'en servir, et puis avaient signé un contrat dans lequel elles s'engageaient à livrer, en complément de leur DOE, une maquette de leur lot avec un lien vers les fiches techniques. Certaines savaient faire, d'autres ont sous-traité. Et à certaines, on a pu rappeler qu'elles avaient signé un papier il y a 1 an et demi, et que s'ils n'avaient pas compris, il fallait demander, mais qu'ils étaient engagés. Et je pense que sans ça, on n'aurait pas eu les éléments. Donc bien sûr, il faut le faire de façon soft, accompagné, mais c'est aussi un des intérêts du BIM de rendre explicite. On parlait, oui, on collabore tous sur les chantiers, quand ça va bien. Il y a aussi des gens qui disent, écoute, ça, c'est pas mon problème, tu te débrouilles. On sait que ça arrive. L'intérêt du BIM et des documents qui vont avec, les cahiers des charges, les conventions, du moment qu'ils ne sont pas trop lourds et qu'ils sont compréhensibles, c'est de rendre explicite ce qui était parfois sous-entendu et qu'on avait tendance à oublier. Donc oui, la collaboration, bien sûr, c'est ça qui est important, mais ça va encore mieux en le disant, en l'écrivant, en signant, du moment qu'on a compris et qu'on est accompagné. Rebondissant sur ce que vous disiez, sur les rôles respectifs de BIM manager ou de responsable synthèse, d'une certaine façon, qui peut le plus, peut le moins. Puis c'est peut-être un mot pour les jeunes qui sont dans la salle ou les futurs étudiants de ce nouveau master spécialisé que je salue à partir de celui que moi j'anime à l'École des Ponts et ESTP. C'est de bien savoir qui on est, quelles sont nos places, quels sont nos rôles. On voit beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, venir se former en disant « je veux devenir BIM manager, c'est un métier d'avenir, je vais être le responsable du projet de construction ». Et on les remet gentiment à leur place en disant « tu vas être responsable des échanges de fichiers et de la collaboration ». Les responsables du projet de construction, ce sont les acteurs traditionnels. Le maître d'ouvrage, les équipes de maîtrise d'œuvre, les entreprises de construction. Le BIM manager est quelqu'un qui va aider les autres. On peut ergoter, on y passera toute la journée, savoir si c'est un métier ou un rôle. Pour moi, je considère que c'est davantage un rôle et des compétences au service des métiers. Et ça, c'est important de savoir où on se situe pour faire bien son boulot à fond et ne pas faire celui des autres, ne pas marcher sur les pieds des autres, ou ne pas laisser un trou dans la raquette, parfois, on le voit aussi. Merci Olivier, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Et maintenant, je vais me retourner vers le public et vous demander si vous avez des questions pour nos intervenants. Bonjour, Liliane Bazy, gérante d'Innovaimo. Alors, ma question va être un peu pour les entreprises et un peu pour M. Selnick également. C'est de savoir, est-ce que, justement, vous avez vu naître au sein de vos entreprises respectives des nouveaux métiers? Justement, on n'a pas trop parlé de ça, mais mis à part la montée en compétences, est-ce que vous voyez émerger justement des métiers qui n'étaient pas présents avant et qui sont forcément nécessaires dans vos ambitions de construction de projets en BIM? Et Olivier, justement, là, c'est cette petite question sur la mission de la synthèse du BIM manager. Est-ce qu'on ne voit pas plutôt émerger aussi d'autres métiers qui seront un peu différents de ce qu'on a, des métiers classiques, avec cette notion de rôle que vous avez décrit tout à l'heure sur le métier, sur les missions du BIM manager? Non, il n'y a pas de nouveau métier. C'est juste l'évolution des études où on va se familiariser avec de nouveaux logiciels, mais c'est absolument pas de nouveau métier. Je pense, j'aime beaucoup ce que disait monsieur. C'est plus peut-être un nouveau rôle sur la partie maîtrise d'œuvre et sur la partie BIM manager, mais en tout cas sur la partie entreprise, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux métiers. Voilà. Je suis assez d'accord avec vous pour tout ce qui est question de technique. Enfin, on parle de BIM coordinateur, BIM producteur, BIM manager. Alors pour moi, il y a un qui sort du lot, c'est le BIM manager, qui pour moi a vraiment un rôle pour le coup à part et qui demande des compétences quand même informatiques autres que nos métiers, nous, de techniciens et de dessinateurs. Par contre, du coup, la montée en compétences, là, par contre, c'est sûr qu'il faut une évolution. On parlait d'AutoCAD, la 2D, la 3D, et puis après, le renseignement de maquettes. Et je pense que le BIM modeler et le BIM coordinateur, c'est des postes, alors peut-être pas sur... Attention, je parle sur des projets à petite échelle. J'imagine que sur des très très gros projets, en effet, il y a certainement plusieurs BIM producteurs, plusieurs BIM coordinateurs, etc. Mais sur des petits projets, enfin sur des projets à taille humaine entre guillemets, pour moi, le BIM coordinateur et le BIM producteur, on l'a vu sur la MDBTP,
Moi, j'ai épaulé mon collègue avec mon œil expert, voilà, sur l'expérience que j'avais eue pour l'épauler et lui donner la bonne direction et de ne pas faire voilà, des erreurs sur la maquette gros œuvre. Mais voilà, je suis assez d'accord que pour moi, c'est plutôt une montée en compétence de nos dessinateurs et il n'y a pas vraiment de nouveaux métiers pour moi. Voilà. Nous, c'est un bureau d'études qui a évolué avec des compétences BIM supplémentaires. Et ça s'arrête là. Toute la partie technique, etc., reste identique de toute façon. Moi, je passe mon temps à dire BIM manager n'est pas un métier. Et puis, je suis entouré de gens dont le métier est d'être BIM manager ou d'entreprises qui diffusent des offres d'emploi pour avoir des BIM managers. Donc, si on a le même rôle du matin au soir et du lundi au vendredi, ça devient peut-être un métier. Mais je me plais souvent à dire, dans mon agence d'architecture, je suis parfois BIM manager, je suis parfois architecte, je suis parfois comptable. On peut quand même signaler que depuis quelques années, il y a des titres professionnels de BIM projeteur et de BIM coordinateur qui, pour moi, sont des évolutions assez nettes et assez directes de dessinateurs tout court ou de chefs de projet, puisqu'on assure la coordination de ces équipes avec le monde extérieur. Et j'avais interrogé les acteurs pour savoir pourquoi il n'y avait pas un titre professionnel de BIM manager. Ça, c'était lors des réunions d'Edu BIM à Anglet il y a 2 ans. Ils m'avaient dit, mais c'est trop diffus, c'est trop complexe, c'est trop mouvant. On ne sait pas encore ni ce que c'est, ni ce que ça va devenir. Donc ça existe. C'est peut-être à rapprocher des responsables qualité qu'on voit ici ou là. Ou dans un autre registre, ayant un fils dans la musique, je m'interroge parfois sur le fait de savoir si dans telle formation, est-ce qu'il y a ou pas un chef d'orchestre explicite, ou est-ce que les musiciens jouent entre eux, puis il y a quand même un peu un chef de bande qui donne le déclic qu'on regarde, mais c'est un rôle très marginal, et qui est un peu le point de repère, et le BIM manager est peut-être dans cette situation-là. L'une des questions étant de savoir, est-ce que c'est quelqu'un d'externe aux équipes traditionnelles ou est-ce que c'est l'un d'entre eux qui assure ce rôle parce qu'il a les compétences, l'envie et puis les choses peuvent tourner. Donc, qui a un besoin de ces compétences particulières. On évoquait à nouveau un master spécialisé, c'est 350 ou 400 heures de formation. On donne des bagages bien au-delà de simplement des compétences techniques. On parle d'aspect juridique et contractuel, on parle d'aspect métier, on parle d'accompagnement des acteurs, de conduite du changement. Tout ça, ce sont des compétences spécifiques qu'il faut avoir quand même, qu'on a tous plus ou moins de façon innée, ou même de gestion de projet, que les ingénieurs ont dans leur formation, que les architectes ont peu, et qu'il faut avoir. Rôle ou métier, on verra bien. Merci Olivier. Et puis là, on peut dire qu'Atlancad, en plus d'être BIM manager, était peut-être même BIM facilitateur. C'est encore un autre rôle, ça, parce qu'il y a quand même eu l'accompagnement en plus du management du BIM. Oui, c'est ça. Et on voit souvent, on était rassuré de voir quand même dans les évolutions en cours, on dit ça s'est stabilisé, on sait qu'on a d'un côté des gens qui s'appellent des AMO, qui vont accompagner le maître d'ouvrage et faire ce qu'il faut en son nom et à sa place. En face, on va avoir des BIM managers qui vont aider les entreprises, au sens large, maîtrise d'œuvre et construction, à répondre aux attentes du maître d'ouvrage. Puis en fait, ce qu'on constate, parfois, c'est que les AMO et les BIM managers se parlent entre eux dans une espèce de jargon. Et puis, tous les autres à côté essayent de faire le projet en laissant ces deux-là discuter BIM sans avoir trop d'incidence. Et cette figure de BIM facilitateur que tu évoques, et parfois, il suffirait qu'il y ait un acteur reconnu par tous, qui est le point de repère pour tout le monde, qui aide, qui pousse, qui tire, un peu de carotte, un peu de bâton selon les cas, et les projets peuvent avancer. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Bonjour. Alors moi, c'est plus un retour d'expérience, si je peux permettre, par rapport au BIM. Vous avez dit que le BIM, c'est 20% de logiciel, 80% de management et de gestion. Aujourd'hui, enfin, on a entendu 80% de parler de logiciel, de coupe et d'échange, plus que le management derrière. Alors moi, je suis formée académiquement sur le BIM, ça veut dire que j'ai fait 2 masters spécialisés par rapport à ça. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que nous, si je peux me permettre en tant que jeune, on a un peu peur du BIM. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas de clarté par rapport à ça. La première chose, c'est que le BIM, il est là pour la traçabilité, il faut le dire. C'est qu'avant, quand un chef de projet ou un chef de chantier, il veut plus travailler, on ne peut pas très bien avancer, alors qu'avec le BIM, on peut reprendre toutes nos activités. Il y a aussi un facteur très important, c'est la centralisation des données, aussi qui est importante à évoquer par rapport au BIM. La GMAO, qui est la gestion de maintenance aussi, c'est le BIM qui nous permet tout ça. Et je pense qu'il faut aussi dire que le BIM n'est pas rentable dès le début et que ça pourrait aussi jouer sur cette transition et que les jeunes auront moins peur par rapport à ça.
Il y a aussi la remarque par rapport à la 2D et la 3D. J'aimerais dire qu'il y a vraiment un travail en plus parce qu'on a des montées de compétences, on a des logiciels à apprendre, on a toute une méthodologie de travail et tout un raisonnement à apprendre. Le fait d'avoir ce BIM manager et ce projet en BIM veut dire que c'est vraiment un métier. J'en profite pour parler parce que nous aussi, en tant que jeunes, on veut participer à ça. On a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un énorme problème. Il y a un grand écart. On parlait tout à l'heure de BIM manager et qui parlaient dans leur coin et puis que personne ne comprenait. Il faut savoir que c'est des choses qu'on vit vraiment. Il ne faut pas l'oublier, il y a la réalité qui est là et la problématique que les entreprises, je dis les entreprises, mais en tout cas nous en tant que, c'est ce qu'on a vécu. Moi en tant que technicienne, je vous avoue que la première fois que j'ai lu un cahier des charges BIM, je vous jure que j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'il y avait dedans. Alors voilà, avec l'expérience, avec la communication, parce que là, je pense que ça passe par là, la communication et le savoir pourquoi on fait du BIM, je pense que la clé, elle est là. Enfin, pour moi, en tout cas, elle a été là. En tant que technicienne, je me voyais mal faire des choses que je ne comprends pas. Enfin, nous, on aime bien, on aime bien savoir un peu ce qu'on fait et ce qu'on doit faire, surtout, et où est-ce qu'on doit aller dans l'avenir. Donc, c'est vrai que c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. J'ai mis que le fait que le BIM manager, pour moi, était un petit peu à part, parce que forcément, il a des compétences. Mais nous, dans nos entreprises, en tout cas, c'est vraiment des compétences qu'on acquiert en plus. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas des majors. Je pense qu'il y a des métiers qu'on ne connaît pas encore en tant que PME. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Je pense qu'il y a un bel avenir pour le BIM. Enfin voilà, c'est dans l'air du temps. Et en fait, oui, on répond à une demande de nos clients qui demandent à ce que il y ait des maquettes renseignées pour que eux fassent de la gestion de patrimoine ou autre, ou de la maintenance, ou la vie du bâtiment, comme le disait tout à l'heure monsieur. Je pense que le niveau on n'a pas parlé du tout du carbone, mais je pense que tout à l'heure, je sais plus qui parlait de ça, mais ça aussi, ça va venir. Et je pense que c'est ce qui fera que les maquettes soient renseignées à tous ces niveaux, que ce soit financier, niveau carbone, vie du bâtiment, comment ce bâtiment va vivre dans le temps, comment il sera démantelé ou plus tard. Je pense que l'avenir, il est là. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter. Enfin, on comprend bien vos problématiques, mais nous, en tant que parfois petite entreprise ou PME, eh bien, il faut savoir qu'on est confronté aussi à des choses qui parfois on ne comprend pas. Et voilà, je pense que la communication et de savoir pourquoi on fait les choses, c'est la clé. C'est ça, vous comprendre leur métier, comprendre leur jargon, mais eux comprendre également, comme vous dites, ce qui se passe sur le terrain, parce que la finalité, c'est aussi de construire et après de maintenir. C'est pas de faire des fichiers, de faire du numérique. Voilà, l'objectif, c'est de continuer à construire des bâtiments qui, dans 20 ans, dans 30 ans, on pourra les regarder avec fierté. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est tout à l'heure, vous parliez de rapport, de clash, en fait, de coordination, de compilation de maquettes. Lorsqu'on ne connaît pas le métier, comment être pertinent dans les règles de contrôle ? C'est notamment là où je voulais en venir tout à l'heure. Il peut y avoir 1000 clashs dans une maquette, voilà. mais qui ne sont pas des vrais clashs. Là, vous faites appel au savoir des entreprises. C'est pour ça que je rebondis. Hein. J'ai bien entendu faire appel au savoir des entreprises. Pour moi, c'est là où le technicien et les entreprises et leur savoir-faire et la coordination se fait. Pour moi, c'est là l'important du chose. Et c'est pour ça que je pense que le métier de BIM manager, il n'a pas fini d'évoluer, parce que je pense que sans ces compétences-là, en tout cas à nos niveaux d'entreprise, je pense que ce sera. Voilà. Oui, le BIM manager que vous avez peut-être besoin dans vos entreprises, c'est quelqu'un qui connaît le métier. Et c'est ce qu'Olivier, je pense, voulait dire par le rôle. C'est que c'est un rôle dans le sens, on peut difficilement être BIM manager dans une entreprise, dans une PME, sans connaître le métier, en fait. Oui, le métier de la construction. Et c'est ça la réalité. Ouais. Et c'est ce qui était dit par un de mes voisins, puis je voyais tout le monde dire pareil. Il faut passer du temps sur les chantiers, enfin dans les bureaux d'études et sur les chantiers, savoir ce qu'est la construction, qu'il s'agisse de BIM manager ou BIM truc ou BIM machin. On est avant tout des acteurs de la construction au service des projets. C'est ça qui compte. Et on déboute, ou je conseille souvent à des jeunes qui viennent nous voir pour rentrer au MS BIM, qui disent « j'ai pas eu ça pendant mes études, c'est indispensable, je veux démarrer ma carrière en ayant toutes les billes en main ». Puis va, ne serait-ce qu'un an, va travailler de par le monde, voir des projets, des acteurs, des situations différentes. Tu tireras bien mieux parti de tout ce qu'on va évoquer ensuite. Comment peux-tu comprendre la façon dont on résout des problèmes en BIM si tu n'as pas vécu initialement ces problèmes sans BIM dans la vraie vie, des projets et des chantiers. Donc ça c'est vraiment très important. C'est ces compétences métiers qu'il faut avoir. Et puis on rajoute une ou surcouche BIM. Et on parlait des masters spécialisés.
même s'il y a un certain nombre de jeunes diplômés qui y viennent, dans l'esprit, un master spécialisé, qui est une formation lourde, longue, coûteuse, par essence, est faite pour des professionnels en exercice qui veulent rebooster leur activité, soit changer de voie et aller voir ailleurs, autrement, ou au contraire, renforcer leur rôle par des compétences nouvelles. Un MS n'est pas fait comme un complément d'études. Il ne faut pas se tromper, parce que sinon on risque d'être déçu ou d'empiler des diplômes et puis de ne pas savoir ce qu'est la vraie vie. Bonjour à tout le monde, Franck Nia, je suis le responsable BIM chez Habitat 76. J'aimerais savoir, en termes de pourcentage, le coût du BIM management par rapport au coût du projet. Et puis derrière, j'aimerais savoir si ce pourcentage-là est lié au niveau de maturité des différents acteurs. Merci. On est à 0,7%, mais il y avait des missions complémentaires entre Atlancad et l'AMO. On voit, généralement, c'est à prendre avec des pincettes, hein, comme lorsqu'on parle de coût, on estime généralement que le coût du BIM management sur des projets est de l'ordre de 0,5 à 1% du coût des travaux. S'il fallait donner une fourchette, qui est déjà du simple au double, c'est quelque part dans ces eaux-là, à se dire, tiens, est-ce que ça rajoute ça en plus ou est-ce que ça nous fait perdre quelques points dans les aléas, dans les retards, et que finalement, là aussi, c'est peut-être 1% de plus au départ et on s'épargne 3 ou 5% derrière de coûts supplémentaires. Ça dépendra de chacun des chantiers. La dernière question. Oui, bonjour, Yves-Laurent Martin, je représente l'entreprise Atlancad. Merci pour votre présentation, tout d'abord. Voilà, moi je voulais savoir, vraiment, parce qu'on parle beaucoup BIM, voilà, c'est très bien, hein, je suis acteur aussi là-dedans, mais voilà, je voulais savoir si chaque entreprise qui a présenté ça, du passage à la maquette numérique, en a retiré en fait des avantages internes d'entreprise, de travail collaboratif aussi interne. Parce que je pense que la petite marche après du travail collaboratif externe ou du BIM est plus simple à passer quand on a vu déjà et qu'on a détecté les avantages de la maquette numérique en interne. Il y a déjà des avantages qui avaient été mis en évidence par rapport à la préfabrication. C'est ça, Madame Labbé? Même avant ça, en fait, on avait un étudiant, d'ailleurs, un apprenti, qui a fait une licence BIM pour essayer de développer le BIM en interne. On s'était dit, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas récupérer les données pour notre étude de prix, hein, et puis ne pas ressaisir les maquettes. En fait, avoir par exemple une maquette en avant-projet, elle passe à la moulinette dans l'étude de prix, on a le marché et on réutilise cette maquette pour éviter de remodéliser. Alors sur le papier, ça marche bien. En vrai, c'est compliqué toujours de repartir d'une maquette étude en fait. Hein. On sait tous que toutes les phases sont nécessaires et autant sur une maquette architecturale, je pense que c'est vrai, la maquette peut vivre et évoluer tout au long du projet. Quand vous êtes des bureaux d'études, je pense techniques ou même grosses œuvres, repartir sur des maquettes existantes, c'est compliqué. Par terme de responsabilité déjà, de savoir à quelle époque elle a été faite. Enfin voilà, il y a plein de paramètres. Déjà, je pense qu'on dessine plus vite au fil des temps. Au début, il y a toute la période de formation, etc. Mais déjà, je pense qu'on dessine un peu plus rapidement. Je pense que les plans sortent plus rapidement une fois que tout est bien calé. Et les équipes chantier apprécient énormément. Les conducteurs, même les chefs de chantier maintenant commencent à être équipés. Donc eux, c'est une facilité aussi dans la mise en œuvre, savoir un peu en termes de méthodologie. La 3D arrive aussi, nous, maintenant en méthode. Hein, et donc, du coup, ça facilite forcément la vision des choses qui peuvent paraître sur papier en 2D, on ne s'imagine pas. Et puis en 3D, on se dit, oulala, il y a porte-à-faux, comment on va faire? Et du coup, je pense que ça, oui, en termes de... Et l'accélération aussi de la communication interne, du coup, par ce fait-là? Bah, bien sûr, oui. Ouais, la mise à jour de la maquette, on peut l'avoir directement sur le chantier ou ce genre de choses? Oui, bien sûr. Oui. Nous, on fournit des plans exécution et peut-être sur tous les mois, on diffuse une maquette. Ce qui est important aussi de redire, c'est aussi derrière la maintenance, la vie du bâtiment et à terme, son recyclage, son empreinte carbone sur le long terme. Bon alors voilà, moi je voulais faire passer un message aux maîtres d'ouvrage normands. Les entreprises sont prêtes. Donc maintenant, il manque les appels d'offres avec du BIM.